Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'énergie nucléaire. Pour introduire cette vidéo, observons l'image suivante qui représente un sous-marin. La question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Quelle source d'énergie utilise un sous-marin pour se propulser? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir quelle est la composition d'un noyau atomique. Ensuite, nous passerons en revue les différents types de transformation nucléaire. Et enfin, nous détaillerons le principe d'une centrale nucléaire. Comment symbolise-t-on un noyau? Donc là, je vous fais apparaître la représentation d'un atome, avec, vous l'avez reconnu au centre, le noyau, et autour du noyau, ce qu'on appelle le nuage électronique, avec les petits points rouges là qui vont correspondre aux électrons. Et on va dire qu'on a Z électrons. Z, ce qu'on appelle le numéro atomique. On va appeler les électrons sont chargés négativement. Donc maintenant, passons au noyau, qui lui va être composé de A nucléons. Les nucléons sont les particules qui constituent le noyau, et on en distingue deux, les protons et les neutrons. Alors les neutrons, comme l'on l'indique, ils n'ont pas de charge électrique. Et les protons, eux, sont chargés positivement. Et leur charge est exactement la même que celle des électrons au signe près. C'est pour ça que pour que l'atome soit neutre, on doit avoir autant d'électrons que de protons. D'où le Z, là, vous retrouvez ici et là. Et donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez le nombre A, là, c'est bien la somme du nombre de neutrons plus le nombre de protons, puisqu'en fait, c'est la somme de tous les nucléons. À présent, nous allons nous intéresser au symbole du noyau, puisque pour une réaction nucléaire, ce qui va nous intéresser, c'est les noyaux. Voici comment on représente un noyau. Donc la lettre X là va correspondre au symbole de l'élément. Ensuite, à la gauche du symbole de l'élément, vous avez en exposant le nombre de nucléons et en indice le nombre de protons. Alors pour bien comprendre cette symbolisation, on va prendre l'exemple du carbone 14. Le carbone, je ne sais pas si vous l'avez en tête, son symbole de l'élément carbone, c'est le C. D'où cette symbolisation du noyau de carbone 14, donc le C ici. Et le numéro atomique du carbone, c'est 6. Donc vous voyez, le 6 là, c'est le nombre de protons. Donc chaque atome de carbone a 6 protons et 6 électrons. Et 14, c'est ce qu'on avait mentionné ici, c'est le nombre de nucléons. Donc maintenant, si je vous demande de me donner la composition du noyau de carbone 14, il a forcément 6 protons, puisqu'il appartient à l'élément carbone. Et pour calculer le nombre de neutrons, on va faire 14 moins 6, donc le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous voyez que le fait de préciser que c'est l'élément carbone, le 6, il est obligatoire là. C'est pour ça que parfois on ne le met pas, on symbolise le noyau de carbone 14 uniquement par cette symbolisation là. D'où proviennent les noyaux qui nous constituent? Ou dit autrement, comment ont été créés les noyaux qui nous constituent? Alors, il y a plus de 5 milliards d'années, à la place du système solaire, il y avait une étoile très massive, environ 8 fois la masse du Soleil. Et cette étoile, à l'origine, était composée uniquement d'hydrogène, et au cours de sa vie, par des réactions nucléaires de fusion, va être créé dans cette étoile des noyaux de l'hydrogène jusqu'au fer. Ensuite, il y a environ 4,6 milliards d'années, cette étoile très massive a atteint sa fin de vie, et donc va subir ce qu'on appelle une supernova, c'est-à-dire qu'elle va exploser. Donc c'est un phénomène très énergétique qui va permettre de créer les noyaux au-delà du fer. Donc du fer jusqu'à l'uranium, qui est le noyau le plus lourd que l'on connaît sur Terre. Suite à cette supernova, il va apparaître ce qu'on appelle une nébuleuse solaire, qui est le début du système solaire, avec au centre le Soleil, et autour vont graviter les différentes planètes qui constituent le système solaire. Quels sont les différents types de transformation de la matière? Alors, la première transformation de la matière que vous devez connaître, c'est les transformations physiques. Pour faire simple, ce sont ce qu'on appelle les changements d'état. J'ai pris l'exemple ici avec cette illustration où on voit de l'eau à l'état solide devenir de l'eau à l'état liquide. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un glaçon fond? En fait, là, je vous ai représenté 4 molécules d'eau. Et vous voyez qu'elles sont liées entre elles, ce sont les pointillés là, par des liaisons très fortes qui les empêchent de bouger les unes par rapport aux autres lorsque l'eau est à l'état solide. D'où cette forme bien définie d'un glaçon. Quand l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, en fait, ces liaisons sont modifiées et elles sont remplacées par des liaisons qui vont pouvoir temporairement se
casser puis se reformer, permettant ainsi à l'eau liquide de s'écouler. Concrètement, une transformation physique, c'est une modification des liaisons entre molécules. Maintenant, passons aux transformations chimiques. Et prenons l'exemple du fait de faire brûler du méthane dans une gazinière qui va permettre après de faire la cuisine. Qu'est-ce qui se passe lorsque du méthane réagit, donc brûle? En fait, c'est une réaction chimique. Le méthane, qui est représenté ici par la molécule CH4, va réagir avec le dioxygène présent dans l'air pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Vous voyez que la molécule de méthane ici ne va pas rester telle qu'elle. Les liaisons entre le carbone et l'hydrogène vont être rompues et il va se former des liaisons entre le carbone et l'oxygène. Donc au cours d'une réaction chimique, qu'est-ce qu'on observe? C'est une modification des liaisons entre atomes, c'est-à-dire que les molécules voient leur liaison être rompue pour former après d'autres molécules. Donc une transformation chimique, c'est une modification des liaisons entre atomes dans une molécule. Troisième type de transformation sont les transformations nucléaires. Je vais prendre l'exemple de ce qui se passe dans notre Soleil. Notre Soleil, en fait, il va y avoir à l'intérieur ce qu'on appelle des réactions de fusion nucléaire. Les noyaux d'hydrogène, vous en voyez ici deux, H2 et H3, vont fusionner pour former un noyau d'hélium. Donc vous voyez, pour la réaction chimique, on ne modifie jamais l'atome. L'atome est conservé, là il y avait un carbone, on le retrouve exactement ici. Par contre, une réaction nucléaire va modifier le noyau, donc l'atome. Vous voyez, les hydrogènes là, vont se transformer en un hélium. Parmi les réactions nucléaires, on va distinguer ce qu'on appelle les réactions spontanées et les réactions provoquées. Qu'est-ce qu'une réaction nucléaire spontanée? Parmi les noyaux qui nous constituent et nous entourent, créés il y a 4,6 milliards d'années, certains sont stables et donc vont conserver leur composition indéfiniment. Et par contre, d'autres vont être instables. Les noyaux instables vont tôt ou tard se transformer. On dit aussi se désintégrer. Un exemple de noyau instable, c'est le noyau de radium-226. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui déclenche ceci, il va s'agiter. C'est ce que représente ici ce dessin-là. Et il va se transformer en un noyau plus léger, un noyau de radon-222, et ça va être accompagné de ce qu'on appelle d'un rayonnement qui va accompagner la désintégration. Ici, vous avez des particules alpha et là du rayonnement gamma. Ce que vous devez retenir, c'est que un noyau instable est dit radioactif. Donc, quand on vous parle de radioactivité, ça veut dire qu'il y a la présence de noyaux instables. Et le fait de se désintégrer, c'est un phénomène qui n'est pas provoqué, c'est-à-dire qu'il va avoir lieu spontanément et de manière aléatoire. Qu'est-ce qu'une réaction nucléaire provoquée? On va en distinguer deux. Tout d'abord, ce qu'on appelle les réactions de fusion nucléaire. Donc, on vient d'en parler juste avant. C'est ce qui se passe dans toutes les étoiles, notamment notre Soleil. Donc, qu'est-ce qui va déclencher, provoquer ces réactions de fusion? Ce sont les conditions de température et de pression élevées. En effet, vu la masse du Soleil, au cœur du Soleil, la matière, sous l'effet de la gravitation, va se retrouver sous une haute pression et une haute température. Donc, ces conditions-là vont permettre les réactions de fusion. Un exemple de fusion, ici vous avez deux noyaux d'hydrogène, légèrement différents. Vous voyez, il y a un seul proton, là il y a un neutron et deux neutrons, qui vont fusionner et former un noyau d'hélium. Et alors, pour conserver, vous voyez, les nucléons, il y a forcément émission de neutrons. Voilà un exemple de réaction de fusion qui a lieu au cœur du Soleil. Maintenant, passons aux réactions de fission nucléaire. Là, donc, l'homme maîtrise la fission nucléaire et il l'utilise pour produire de l'énergie électrique dans les centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'il déclenche une réaction de fission nucléaire? En fait, c'est un neutron. Voilà une illustration d'une réaction de fission nucléaire qui a lieu dans un réacteur nucléaire. Ici, nous avons le matériau dit fissile. En fait, c'est l'uranium 235. Cet uranium 235, il va être bombardé par des neutrons. Et si un neutron est capturé par le noyau d'uranium 135, il va devenir de l'uranium 136. Et lui, il n'est pas stable du tout. Il ne supporte pas d'être aussi gros. Et il va se casser en deux. Par exemple, là, il va donner naissance à un noyau de barium 144 et un noyau de krypton 89. Et en même temps, il va libérer 3 neutrons. Et ces neutrons, potentiellement, peuvent déclencher 3 autres réactions de fission. C'est ce qu'on appelle une réaction explosive en chaîne. Si on laisse faire ça, on a donc une bombe nucléaire. Donc dans les réacteurs nucléaires, on ne veut pas que ça explose et on va contrôler justement, faire en sorte que parmi les 3 neutrons qui sont produits là, un seul va redéclencher une nouvelle réaction de fission et ainsi maintenir la puissance thermique produite constante. Comment produit-on de l'énergie électrique à partir d'énergie nucléaire? Voici donc le schéma de principe d'une centrale nucléaire, avec à gauche ce qu'on appelle le bâtiment réacteur, là où va être présent donc le réacteur nucléaire avec son combustible nucléaire fissile
l'uranium-235. À l'intérieur de ce réacteur, donc l'uranium-235 va se casser en deux et cette réaction nucléaire de fission va produire de l'énergie thermique. Cette énergie thermique va être récupérée par la circulation ici du circuit primaire. Il s'agit de l'eau sous haute pression. Donc cette eau, qui circule ici grâce à la pompe, va être acheminée ici dans ce qu'on appelle le générateur de vapeur. Ici, il va y avoir le contact entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Alors c'est un contact thermique. Il n'y a pas de contact entre les deux fluides, c'est juste que le circuit primaire va céder sa chaleur au circuit secondaire. Cette partie-là sert juste à produire de l'énergie thermique. Donc dans le générateur vapeur, comme son l'indique, l'eau liquide du circuit secondaire là va se transformer en eau vapeur, à l'état vapeur. Et cette vapeur sous haute pression va venir se détendre ici dans la turbine. Donc c'est là que se fait la conversion de l'énergie thermique en énergie mécanique. La rotation de cette turbine là est couplée à un alternateur qui permet de produire l'énergie électrique. Donc c'est dans ce bâtiment, salle des machines, qu'est produite l'énergie électrique. Ensuite, vous avez ici un troisième circuit, ce qu'on appelle le circuit de refroidissement. Alors à quoi sert-il? Il faut savoir que en physique, il est impossible de transformer 100% de l'énergie thermique en énergie mécanique. Donc, par exemple, si j'en convertis que 50% d'énergie thermique en énergie mécanique, il va me rester encore 50% là. Je repasse dans le générateur vapeur, il reçoit encore de l'énergie, et donc à force, l'énergie qui est stockée ici dans le circuit secondaire va augmenter, jusqu'à ce qu'on atteigne des très hautes températures, très hautes pressions, et donc à force, le circuit va exploser sous l'effet de cette augmentation d'énergie thermique. Donc, la solution, c'est de refroidir ici donc l'eau du circuit secondaire par ce qu'on appelle un circuit de refroidissement. Donc ce qui se passe ici dans le condenseur. La chaleur, donc l'énergie thermique prélevée dans le circuit de refroidissement, est évacuée ici dans ce qu'on appelle l'aéroréfrigérant. Je vais vous expliquer rapidement son principe. En fait, c'est le même principe que lorsque l'on transpire. Quand vous transpirez, en fait, ça permet à votre corps de se refroidir. Pourquoi? Votre corps va générer de la sueur, en gros c'est de l'eau, et l'eau liquide va passer à l'état vapeur. Et ce phénomène-là a besoin d'énergie thermique, et cette énergie thermique, elle est prise à notre corps. C'est ainsi qu'on refroidit notre corps. Là, c'est le même principe. Donc l'eau ici va arriver là, à l'état liquide, et va passer à l'état vapeur. Et ce phénomène-là nécessite de la chaleur, et cette chaleur, cette énergie thermique, va être prise à l'eau du circuit de refroidissement. Le panache ici que vous voyez, ce n'est pas de la pollution, ce n'est pas des fines particules, c'est juste de la vapeur d'eau. En fait, c'est comme un nuage. Alors quand on dit vapeur d'eau, c'est un peu faux, parce que la vapeur d'eau, on ne peut pas la voir, en fait c'est transparent dans l'air. Et en fait, si on voit quelque chose de blanc, c'est que c'est constitué de fines gouttelettes d'eau à l'état liquide. C'est un nuage. Donc voilà le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle source d'énergie utilise un sous-marin pour se propulser? Alors je donne de suite la réponse, et c'est en lien avec le cours qu'on vient de voir. On va utiliser de l'énergie nucléaire. Voici un schéma de principe de ce qui se passe d'un point de vue production d'énergie mécanique dans un sous-marin. Ici, on retrouve notre réacteur nucléaire, avec ici donc le combustible à base d'uranium-235, les barres de contrôle qui permettent d'absorber les neutrons pour pas que la réaction devienne explosive, et ici donc notre circuit primaire qui va permettre d'évacuer l'énergie thermique produite par le réacteur nucléaire. Ici on a donc notre générateur de vapeur, donc là on va avoir de la vapeur sous haute pression, donc c'est le circuit secondaire, avec deux turbines, une qui permet de générer de l'électricité utilisée dans le sous-marin, et l'autre justement qui va permettre d'entraîner l'hélice du sous-marin pour qu'il puisse se propulser. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un moteur à essence ou diesel comme dans une voiture ou comme dans un camion? Parce qu'en fait ces moteurs-là vont dégager ce qu'on appelle les produits de combustion, les gaz d'échappement. Et forcément dans l'eau ces gaz d'échappement vont remonter à la surface, donc votre sous-marin ne sera pas du tout discret. Donc le seul moyen d'être discret, c'est utiliser donc un réacteur nucléaire qui va ainsi permettre de propulser le sous-marin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.